Entre confidence et écoute bienveillante, mes invités viennent telles qu'elles sont, et pas seulement telles que nous les connaissons. Je vous invite chez Telle Quelle. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler. En toute intimité. Axel, on ne déroge pas à la tradition chez Telle Quelle. On demande à nos invités d'apporter un objet qui est cher à leur cœur. Est-ce qu'on peut découvrir le tien? Alors, quand tu m'as posé la question, effectivement, j'ai tout de suite pensé à mon téléphone, qui est le prolongement de ma main droite. Je dors avec, je me réveille avec, je consulte mes mails avec, et c'est mon petit travail aussi. Donc, Il est là? Il est jamais très loin. Jamais très loin. J'espère qu'il est en mode avion pour l'émission. Attends, du coup. Oui, toujours, oui, il est en mode avion. Et c'est vrai que quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé au téléphone, mais je me suis dit, on va partir sur un côté un petit peu plus émotionnel. Donc, j'ai ramené 3 pièces vintage qui appartenaient à ma grand-mère. Donc, voilà, j'aime bien passer dans son dressing, récupérer quelques pièces. Et ça, pour moi, c'est des pièces inestimables. Donc, voilà, il y a des chemises, des choses qu'elle a faites elle-même. Est-ce qu'on peut voir les pièces vintage de ta grand-mère? C'est clair que tu les portes. Je les porte. Régulièrement, je les porte. Et d'ailleurs, j'ai énormément de questions sur ça sur mes réseaux. Donc, on a cette première chemise très fluide. Et ça, c'est à ta grand-mère, Axel? C'est à ma grand-mère, voilà. C'était une femme très coquette. Maintenant, elle a un certain âge. Mais effectivement, à l'époque, c'est une femme très coquette. Jamais sans son jean Levi's. Toujours un chignon bien fait, rouge à lèvres, rouge Chanel. Ses grosses lunettes années 70. Et c'est vrai qu'elle m'a donné, c'est elle qui m'a donné un petit peu le goût de m'apprêter un petit peu, d'être classe, de faire toujours attention, même si je sors acheter du pain ou tout simplement aller jeter la poubelle, toujours apprêtée. D'ailleurs, si je te dis Makoum, tu me dis? Ah ben c'est elle, c'est ma grand-mère. C'est ta grand-mère, tu l'appelles Makoum? Je l'appelle Makoum. Je dis sans fait Makoum et elle éclate de rire à chaque fois que je l'appelle comme ça. On a une relation assez particulière. Elle a l'air d'être assez punchée, ta grand-mère. Oui et non, c'est une femme très douce, mais voilà, on a une relation particulière. J'ai vécu avec elle aussi pendant un moment, enfin avec mes grands-parents, puisque c'est vrai que la relation, quand je vivais chez ma mère, c'était un petit peu, on va dire, conflictuel avec mes sœurs. Donc tu as des sœurs, Axel? Ouais, j'ai 2 sœurs. 2 sœurs. J'ai une grande sœur qui a 3 ans de différence avec moi et j'ai une petite sœur avec qui on a 1 an de différence. Voilà. Et c'est vrai qu'à la maison, c'était pas facile. J'ai un caractère assez fort et c'est vrai que c'était très conflictuel. Ma grande sœur, moins, parce qu'elle est partie très tôt de la maison, elle allait étudier à Paris et je suis restée avec ma petite sœur et avec qui on ne s'entendait pas. Mais je vous rassure, aujourd'hui, ça se passe très bien. J'adore mes sœurs sans problème. Mais c'est vrai qu'à l'adolescence, c'était compliqué. Alors justement, cette période garçon manqué dont tu nous parles, est-ce que ce n'était pas pour du coup cacher ce corps très développé que tu as eu très tôt? Est-ce que du coup, ce n'est pas pour ça que tu t'habillais un peu garçon parce que tu n'étais pas prête à l'assumer? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Effectivement, j'étais très garçon manqué, surtout quand j'avais 11 jusqu'au lycée. Parce que, contrairement à mes amies d'époque, mes copines, j'ai eu des formes très tôt. Et des formes que je ne sais pas gérer. À 11 ans, tu ne peux pas gérer des formes de femmes de 20 ans. J'avais vraiment un corps de femme de 20 ans. Et une fille de 11 ans ne peut pas gérer ce genre de choses. Tu es un petit peu paniquée. Donc, je pense que le réflexe que j'ai eu à ce moment-là, c'est de me dire je n'aime pas le regard que les hommes portent sur moi. À 11 ans, je ne comprenais pas. Tu n'es pas attirée par les garçons à 11 ans. Mais voilà, je grimpais toujours aux arbres avec mes cousins. J'allais faire du vélo. Le regard des hommes, ça me gênait. Donc tu le ressentais donc? Voilà, je le ressentais énormément. Du coup, je le cachais avec des vêtements amples. Par exemple, il était vraiment impossible pour moi d'aller à la mer et de mettre un maillot de 2 pièces et de rester comme ça. Je pouvais mettre un maillot de 2 pièces, mais j'avais toujours un espèce de short, de short de bain de garçon. C'est l'époque où il y avait les shorts de bain Quicksilver, les Bermudas. Je sortais que comme ça. Quand je suis arrivée en 6e, la jupe était obligatoire pour la fille. Et là, je te jure, non, c'est pas possible. Ouais. La jupe était obligatoire et je voulais pas du tout. J'étais obligée puisque c'était le règlement, mais j'étais gênée. Est-ce qu'au collège, justement, par rapport aux garçons, tu arrivais à gérer justement cette période parce que l'époque du collège, c'est un peu le début de la drague quand même. Complètement. Je vais te raconter une histoire
C'était en 6e, j'avais toujours la jupe. Et ce qui s'est passé, je me rappelle très bien, c'était au collège Corridon, c'est le bâtiment B. Donc, oui, pour te dire à quel point ça m'a marqué. C'était le bâtiment B. Je monte les escaliers, j'allais à un prochain cours. Je monte les escaliers et il y a un camarade à moi qui monte avec moi, qui est derrière moi. Il m'a mis la main littéralement aux fesses. Mais littéralement. Et ma réaction a été tout de suite, j'ai dit non, c'est pas possible. Donc, c'est la première et seule fois que je me suis battue avec quelqu'un. Tu t'es battue avec je me suis battue. Carrément. Oui. Pour moi, c'était impensable que quelqu'un... C'est un manque de respect. C'est un manque de respect total. C'était impensable que quelqu'un vienne et me touche. Je t'ai pas donné l'autorisation de me toucher. À 11 ans, je suis en 6e. Tu viens pas me mettre la main aux fesses. C'est pas possible. Du coup, c'est vrai que c'était la seule et unique fois que je me suis battue avec quelqu'un. Et après, en 5e, il y a un autre règlement qui est passé. Et là, on autorisait les jeans. Donc, c'était que jeans jusqu'à ma 3e. À quel moment, du coup, tu as pu switcher et te dire, OK, à quel moment tu as été à l'aise avec ton corps, tu l'as assumé et du coup, tu as pu aussi t'habiller comme tu le souhaitais en étant, comme on dit, à l'aise dans tes baskets. Je pense que du coup, moi, j'étais très avancée au niveau du corps. Mes formes sont sorties très tôt. Et quand tu passes forcément au lycée, les autres copines aussi, leur forme commence à se voir. Du coup, toi, ça te rassure. Tu te dis, bon, ça va. On va dire que je ressemble à mes camarades. Donc, ça m'a un petit peu rassurée. Et c'est à ce moment-là que j'ai été un petit peu plus féminine. Et ma grand-mère aussi m'a beaucoup poussée à être féminine. Oui. Elle ne supportait pas me voir jean ample Levi's, polo très ample, elle ne supportait pas. À partir du lycée, j'ai décidé d'être un petit peu plus féminine. Et c'est là aussi, au lycée, tu as 16, 17 ans, tu t'intéresses un petit peu plus aux garçons. Voilà, donc tu fais l'effort en tout cas d'être un petit peu plus féminine. Donc ça a été ce moment-là. Il t'arrive de dire que tu t'es faite toute seule, tu t'es construite toute seule, tu ne dois rien à personne. D'où ça vient? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand je dis ça, c'est depuis petite, en fait, je me suis toujours débrouillée. Je n'ai jamais demandé d'argent à mes parents, jamais. On n'a jamais... Argent de poche? Argent de poche, non. C'est-à-dire que mes parents ne nous ont jamais habitués à ça. Les argents de poche toutes les semaines ou tous les mois, on n'a jamais eu ça chez nous. Pas du tout. Donc, très vite, je me suis débrouillée pour avoir mon argent de poche. Ma mère nous disait souvent, si vous voulez quelque chose, vous débrouillez pour l'avoir. Alors, Axel, tu es influenceuse. Je sais que tu préfères le terme créatrice de contenu. Éventuellement, pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi ça consiste? Alors, un créateur de contenu consiste tout simplement à faire du contenu. Pour des marques, pour des entreprises, des produits, des services. Faire de la publicité, en gros, pour des entreprises, pour des marques qui font appel à nous. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Donc ça peut être sur la plateforme Instagram, YouTube, TikTok maintenant, qui est assez connue. Je sais que vous préférez donc qu'on vous appelle créatrice de contenu. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui est péjoratif dans le terme influenceur, influenceuse? En fait, le problème du terme influenceur, c'est qu'il a été très souvent dénigré. Quand on parlait d'influenceurs à l'époque, c'était les influenceurs qui font de la pub pour recevoir juste des vêtements. Et du coup, j'avais pas envie d'être assimilée à ça. Parce qu'au final, être influenceur, c'est énormément de travail. Du coup, maintenant, c'est vrai que je préfère le terme créateur de contenu. Parce que ça demande beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. C'est comme un entrepreneur, en fait. C'est ça. Donc, influenceur, c'est vrai que ça a été c'est très péjoratif. Il y a toujours des gens qui emploient ce terme. Moi, ça ne me dérange pas. Le terme. Ça ne me dérange pas du tout. J'assume complètement être influenceur parce que c'est mon métier. Mais c'est vrai qu'il a été très longtemps dénigré, au début surtout. Parce que les gens ne comprenaient pas ce nouveau métier qui sort de nulle part, où les gens s'exposent sur les réseaux, montrent leur vie, etc. Mais c'est énormément de boulot. On ne fait pas que montrer notre vie, on travaille aussi avec des marques qui nous font confiance, on donne des bons plans aussi aux gens, on communique avec notre communauté. Et voilà, donc c'est vrai que moi je préfère créateur de contenu, je préfère ce terme. Quel a été le déclic pour commencer? Voilà, pour arrêter de travailler en tant que salarié et se dire je vais me mettre à mon compte pour créer du contenu pour les entreprises et les marques, parce que c'est hyper risqué. Complètement. Surtout à l'époque. Complètement. Mais moi, ça a été quoi le déclic? Alors, faut savoir que moi je suis quelqu'un de borné et têtu. Quand je veux quelque chose,
il faut absolument que j'aille jusqu'au bout. Et ce qui a été le déclic, c'est pour ton événement entre elles. Le salon de la femme. Voilà, j'étais déjà un petit peu, voilà, je commençais déjà à être dans le domaine de l'influence sur les réseaux. J'avais même une chaîne YouTube que depuis un petit moment je n'alimente plus malheureusement par manque de temps. Et tu m'avais envoyé un email me demandant de venir à ton événement à Majana. Exactement. Donc j'étais pour être invitée d'honneur. Pour être invitée. Les gens voulaient te rencontrer absolument. Et moi j'avais absolument envie de rencontrer mes abonnés, les gens qui me suivent au quotidien. Et ce qui s'est passé, c'est que à l'époque j'étais employée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à mon patron de l'époque, écoute, je dois partir absolument, j'ai un événement en Martinique et tout. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques jours, même 3 jours? Toi, tu décollais, ta carrière de créatrice de contenu décollait. Et on s'est dit, il nous faut Axel. Il nous faut Axel. Et d'ailleurs, on t'avait proposé de faire un atelier make-up, etc. Mais surtout, un temps d'échange et de rencontre avec ta communauté. Avec ma communauté. Et donc, depuis ça a été ça le déclic? Alors, ce qui s'est passé, donc je te dis, donc ce qui s'est passé, je demande à mon patron d'avoir même 3-4 jours pour venir à ton événement. Il me refuse. Donc, on est tout de suite rentrés dans une espèce de conflit. Il faut vraiment que je parte. J'ai besoin de partir. Donne-moi vraiment au moins 3-4 jours. Et il a refusé jusqu'au... Alors, donc, il a refusé jusqu'au dernier moment. Et moi, je t'avais déjà dit oui. Bien sûr, j'apprends maintenant que c'était... Je t'avais déjà dit oui. Parce que moi, j'étais sûre qu'il allait compatir, qu'il allait me comprendre et me dire écoute Axel, il n'y a pas de souci, je te donne 3 jours. Mais ça n'a pas été. J'étais l'une de ses meilleures make-up artistes à l'époque, ses meilleures vendeuses. Me faire partir en 3-4 jours, pour lui, c'était pas, il n'y avait aucun intérêt pour lui. Et ce que j'ai fait, ça a été vraiment un déclic. Je me suis dit non, je veux faire ce métier-là. Je ne veux pas te dire, je ne pouvais pas refuser l'occasion de voir mes abonnés, de venir à un événement qui était juste exceptionnel. D'ailleurs, ton événement était trop bien. Et ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que je donnais ma démission. Ce n'est pas vrai. Ouais, pour venir en Martinique. Pour venir à ton événement. J'ai donné ma démission. Je lui ai dit. Ça, c'est pas avoir du caractère. Ouais, j'ai donné ma démission et je lui ai dit c'est bon, non, c'est fini. Je veux vraiment aller à cet événement-là. Donc, c'est fini, on arrête là. Moi, et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment décidé d'entamer, d'être à fond dans le domaine de l'influence, d'être à fond créatrice de contenu. Et voilà ce que j'ai fait, voilà. Quand on se lance à son compte comme ça, surtout sur un coup de tête, Axel? Moi, je suis têtue et bornée, donc quand je veux faire quelque chose, je le fais. À l'époque, tu débutes, tu as peut-être des contrats par-ci, par-là avec quelques marques. C'était pas régulier. Concrètement, est-ce que tes parents te soutenaient, toi qui n'oses pas demander de l'aide et de l'argent de surcroît? Comment tu fais pour gérer dans les mois down, tu as des charges, tu es créatrice de contenu, il te faut créer du contenu, donc avoir un certain, entre guillemets, train de vie sur les réseaux. Comment tu as fait? Alors, c'est vrai qu'il y a eu le moment après, entre elles, quand je suis rentrée sur Paris et que j'ai réalisé effectivement que je n'avais plus de boulot. Non, je te jure, non, ça a été très compliqué mais je ne me suis pas non plus, comment dire, effondrée. Je me suis dit, Axel, tu as voulu arrêter ton travail, assume maintenant, assume. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai assumé, j'ai essayé de chercher des contrats, avoir des petits revenus par-ci, par-là, mais ça a été très compliqué. Ça a été dur. Ça a été très dur. J'ai des mois où j'étais à 2 doigts de ne pas payer mon loyer. Mais vraiment, je me rappelle même qu'il y a un mois, je n'ai pas payé. Déjà, tu as un enfant qui vit à Paris. Moi, j'aime pas inquiéter mes parents. Donc, du coup, j'ai refusé de partager ça avec eux. Je me suis tout simplement dit, écoute, tu t'es mise toute seule dans cette merde, entre guillemets. Tu vas assumer jusqu'au bout, toute seule. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai assumé. J'avais des mois où je finissais à 20 € juste pour faire mes petites courses, à maximum 50 €, mais je galérais. Je galérais beaucoup. Et surtout, moi, je suis quelqu'un j'aime les belles choses. Du coup, j'ai pris un appartement sur Paris qui était hors de prix à ce moment-là, pour moi. En tout cas, pour ce que je gagnais. Je n'étais pas encore bien stable dans mes revenus d'influenceur, etc. Donc, payer un appartement, un loyer à près de 1 000 €, c'était très compliqué. C'était très compliqué.
Mais Surtout qu'on est à 20, 50 euros près. Mais Ouais, comment on exact. fait pour avoir toujours de la nouveauté, créer du contenu quand on est déjà un peu juste, justement? Pour maintenir un petit peu le niveau pas un niveau, mais pour maintenir un Continuer petit à peu bosser, en fait, le côté influence, montrer que montrer son style vestimentaire, montrer qu'on a des nouveautés, faire des photos, à l'époque j'étais sur YouTube. Donc j'aimais bien alimenter par des hauls. Haul, c'est tout simplement montrer ce qu'on a acheté comme vêtements pour donner des idées aux filles qui me suivaient à l'époque. Et ce que je faisais, et qui était c'était très simple, et je pense que la plupart des influenceurs l'ont fait à leur début, c'est que j'achetais en fait des vêtements chez Zara. J'essayais les vêtements, je faisais des photos, je faisais des hauls sur YouTube et je ramenais tout simplement les vêtements le lendemain. C'est si simple. C'est pas vrai. Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'il les récupère, en fait, Voilà. il rembourse en général. Oui, il rembourse sans problème, sans chipoter. Ouais. Je pense que les vendeurs chez Zara avaient l'habitude de ça. Mais j'avais besoin vraiment de créer toujours du contenu. Je ne pouvais pas m'en sortir avec 20 € par mois et ne pas donner un contenu aux gens qui me suivaient. Donc, il fallait que je le fasse. Donc, j'allais chez Zara pendant un petit moment, j'essayais les vêtements, je me faisais rembourser, tout simplement. Dingue. C'était l'astuce que j'avais eue à l'époque. Non, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, de tout ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne connaît pas les sacrifices. T'as pas le choix. Tout le monde a des galères. Tout le monde. T'as pas le choix, en fait. On a tous des moments. Quand tu veux faire ce métier-là et que tu te rends compte que t'as pas de salaire fixe, c'est des entreprises comme ça qui te font confiance, qui te paient de temps en temps. T'as pas le choix. Il faut que tu crées du contenu. Plus tu crées du contenu, et plus forcément les marques vont venir vers toi. Parce qu'ils aiment bien tu as fait un bon contenu, ils voient tes stories. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de stories, mais tes photos Instagram, tes vidéos YouTube. Et ça intéresse le client. Du coup, les clients viennent te chercher. T'envoies des mails, on a bien aimé votre vidéo, on aurait bien aimé bosser avec vous. Parce que je fais l'effort de créer du contenu. Donc voilà, c'est ça qui a été... On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Voilà, tout simplement. Il y a toute une espèce de stratégie à mettre en place pour survivre. Voilà, c'était vraiment de la survie à ce moment-là. C'est de la survie. Voilà, je voulais vraiment faire ce métier-là et c'était important pour moi de mettre tout en œuvre pour faire le métier. Et sans inquiéter tes proches. Sans inquiéter mes proches, voilà. Pouvoir toucher mes sous, voilà, tranquillement, sans... Voilà. Transition toute trouvée. Je ne sais pas si tu seras très à l'aise avec ma prochaine question, Axel. Est-ce que je dois avoir un petit... Tu peux, je t'en prie. Okay. Je t'en prie, fais attention à ton micro, mais tu peux. On vient de voir que c'est pas forcément évident, les revenus sont assez irréguliers, en tout cas dans les débuts. Les mois où ça cartonne, où tu as plein de prestations, il y a de l'actualité, un influenceur comme toi, ça gagne combien? Je bois à nouveau. Attends. J'espère que ça va faire monter la réponse. Caroline, tu poses des questions compliquées Une fourchette. Il y a des chiffres sur le marketing d'influence au niveau national. Mais les gens se disent, mais est-ce qu'en Martinique, parce que tu fais la navette, mais tu travailles avec beaucoup d'entreprises martiniquaises, de marques locales. Les gens se disent, est-ce qu'on peut vraiment en vivre localement? Est-ce que les entreprises mettent le budget? Une femme comme Axel qui en vit aujourd'hui, mais combien elle gagne? Alors, je suppose que c'est un peu en dents de scie, c'est des up and down. Bien sûr. Mais dans les up, on est à combien? J'aime bien tes chaussures. Une fourchette. Attends, laisse-moi voir tes chaussures. Ah, c'est super sympa. Voilà. Alors, tu pourrais t'en acheter combien des chaussures comme ça avec ton salaire? C'est trop maligne. Alors, c'est vrai que je suis très pudique à ce niveau-là. Tout ce qui est salaire. De toute façon, c'est dans la mentalité aussi française. On ne parle pas de ce qu'on gagne. Je ne vais jamais demander… À ton entourage, quand même. Même pas. Mes Ton parents, chéri, il ne sait pas combien tu gagnes? Mon chéri, il ne sait pas combien je gagne. Comme moi, je ne lui pose pas la question non plus. C'est vrai? Non. Bon, on sait à peu près une fourchette, on ne va pas se mentir. Mais il va l'apprendre pendant l'émission? Non, Est-ce que tu vas le dire? Non. Je vais te donner une fourchette. Très bien. Ça me va. Après, tu sais, tout est relatif parce que chaque influenceur est différent. J'ai l'impression que tu es en train de partir là. Tu mais attends, me donnais la fourchette et là tu es en train de basculer, tu es en train de me broder quelque chose. Non, parce que je suis en train de me dire que moi je vais te donner un chiffre, mais c'est peut-être pas valable pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pas grave, je veux le tien. On est sur des repères. Fourchette. Caroline, oh là là. Non, fourchette. Ok, attends. Alors, on va dire que
Mais là, on parle des hubs, c'est pas tous les mois que tu touches ça. C'est vraiment dans les meilleurs mois où il y a énormément de demandes, d'actualités, de prestations, etc. Dans les meilleurs mois? Oui, voilà. D'accord. Je tenais juste une fourchette de ce qu'un influenceur, à peu près une fourchette de ce que moi je gagne, que ce soit dans les up ou que ce soit dans les down, ok? Ah ouais, tu vas me donner une grosse fourchette, vas-y. Ah, une très grosse fourchette. Ok. On peut gagner entre 1 euro et 10 000 euros. Voilà. C'est parce que c'est un nouveau métier aussi. Voilà, c'est un nouveau métier. Ils ont aussi la référence des influenceurs en France, de télé-réalité qui gagnent des 150 000 euros par mois. Je suis très loin de ça. On a vu que ton top, il y a 10. Et encore. Non, pas du tout. Tu as donné une fourchette. Ça peut être moins. Tout de suite. D'accord. Mais on a vu aussi que dans les mois down, tu es peut-être à 1 euro. Voilà, les mois down, je peux être à 0. Hein. Il y a des mois où je peux ne rien gagner. Hein. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. Peut-être. Pas aujourd'hui. Tant mieux, c'est ce qu'on te souhaite, Axel. Pas aujourd'hui parce que j'ai la chance d'avoir des partenaires qui me payent au mois et qui sont réguliers. C'est vrai que je galère plus comme avant. Je suis contente. Avant, c'est vrai que j'étais stressée tous les mois à savoir est-ce que je vais réussir à payer mon loyer ce mois-ci? Est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais recevoir un mail de mon propriétaire? Et j'étais comme ça tout le temps. Mais on montre rien sur les réseaux. Cette partie où on galère, et moi je suis quelqu'un de très fière, donc jamais j'allais montrer que je galère, même vis-à-vis de mes parents. Ma mère me suit sur les réseaux. Je voulais pas qu'elle voie que sa fille était en train de galérer, ne pouvait pas acheter ne serait-ce que des courses pour manger. Franchement, c'était une période compliquée. Tu laisses rien transparaître. Non, jamais. En octobre dernier, tu t'es cassé le pied. Oui. 3 opérations. Donc forcément immobilisation, arrêt du sport intensif parce que tu es une grande sportive. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi durant cette période? Parce que tu as une convalescence de 9 mois jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Tu es toujours en convalescence. Oui, je ne peux toujours pas non, je ne peux plus faire le sport intensément comme je le faisais. Je ne peux plus non plus courir pour l'instant. Parce qu'il faut savoir que là, actuellement, j'ai 3 tendinites au pied. C'est très douloureux quand je marche, donc je ne peux pas courir, je ne peux pas faire les burpees, sauter partout, faire mon sport avec Henrik comme d'habitude. Je ne peux plus faire ça. Henrik est mon compagnon, ouais. Et coach. De surcroît. Donc, je ne peux plus faire ça. Tu gères, tu es à l'aise dans ton corps Si je suis à l'aise, hein, j'ai pris un peu de poids. Maintenant, j'ai de la cellulite, j'ai du ventre parce que forcément, je ne fais pas du sport. Donc, et puis, je mange comme je mangeais avant. Je m'alimente comme je veux. Et j'ai pris du poids, mais ça va. Tu es OK? Oui, ça me dérange pas. Je sais que je vais reprendre plus tard. Donc là, ça me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça. Écoute, j'ai du ventre, j'ai de la cellulite partout. J'ai envie de te dire que ça te va plutôt bien. Hein. Merci, madame. Voilà. Vraiment, tu restes une femme magnifique. C'est très gentil. Alors, on en a parlé juste avant, lorsqu'on évoquait le salon Entre Elles. Il me semble que c'est le lieu où tu as rencontré pour la première fois l'équipe des Amazones. Oui. Et on va en parler parce que tu es très engagée, très impliquée aux côtés de cette association qui a été fondée par Alexandra Arnay, qui est une association qui accompagne les femmes touchées par le cancer. Alors déjà, j'ai rencontré l'association lors de ton événement Entre Elles, justement. Et j'ai rencontré Alex, qui est une femme formidable qui a eu un cancer du sein et qui m'a raconté son parcours, son histoire. De toute façon, on la connaissait déjà de par les médias. Et je l'ai rencontrée sur place. On a pu parler de tout ce qui est cancer du sein, l'accompagnement aussi aux familles. Elle m'a expliqué que les femmes qui sont atteintes de cancer ont besoin d'avoir un soutien. Elles ont besoin d'avoir un suivi. Ce qu'elle n'a pas eu à l'époque quand elle a eu son cancer du sein. Donc, elle a besoin de faire cette association-là pour aider ces femmes. Donc voilà, et j'ai eu ça t'a touchée? Ça m'a touchée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette association. Quand tu as appris que ta maman avait un cancer du sein, quelle était ta première réaction? Comment tu as vécu ça? Quand ma mère m'a annoncé son cancer, j'ai été tout de suite dans le déni. Ouais. Je voulais pas... pour moi, c'est impensable. Ma mère n'est pas malade. Ma mère n'est pas malade, elle n'a pas de cancer du sein. J'ai été, carapace directe, déni total. T'es en bonne santé, tout va bien, maman. Il n'y a aucun problème. Ma mère, c'est ma mère. On n'a pas envie de voir sa mère souffrir. Mais pas du tout. Et c'était pour moi impensable. Ça fait mal, en fait, d'imaginer que ça... Donc, ton bouclier, ça a été le déni. Voilà. Ma mère, c'est la prunelle de mes yeux, je l'ai dit tout le temps.
le déclic? À quel moment tu en as pris réellement conscience? Un jour, elle m'a dit, Aksou, c'est comme ça qu'elle m'appelle, Aksou, viens il y a une prise de parole chez les Amazones, Oni. À l'époque, elles étaient au Lamentin. Et elle m'a dit de venir. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je viens. Mais j'étais pas à l'aise avec ça. Je voulais pas. J'aime pas être confrontée à ça. Donc, elle m'a dit, allez, on y va. Viens, Aksou. J'ai senti qu'elle avait besoin elle avait besoin que je vienne, vraiment. Il faut que je me présente. Il faut que j'explique pourquoi je suis là. Et j'explique en fait que je suis là pour ma mère, qui fait partie de l'association et qui est atteinte d'un cancer du sein. Oh là là, attends, il y a l'émotion qui vient. C'est l'effet quand on va justement au nid des Amazones. Ouais. C'est chaque fois que j'y vais aussi, j'ai une émotion qui monte et même quand tu en parles, ça transpire en fait. Ouais. Et c'est lors de ces cercles de parole que tu as pris conscience en fait, que tu t'es dit. J'ai pris conscience parce qu'en fait, juste avant, elle s'était confiée, juste avant que moi que je m'exprime. Elle avait expliqué que sa fille. Attends. Ouais. Ça va être compliqué. Avait du mal à accepter. Voilà. En fait, elle expliquait en fait malade. que sa fille, qui est en face d'elle, parce que j'étais en face d'elle, avait du mal à comprendre et comment expliquer, que j'avais du mal en fait ça va être compliqué, hein, ouais. Caroline. Hein. Ouais. Non, c'est ça, tu avais du mal à accepter en fait que ta mère soit malade. J'avais du mal à accepter qu'elle soit malade et du coup, elle a dit comme ça en face de moi, ma fille a du mal à accepter la maladie. Donc, quand elle parle, moi après, je m'exprime, je dis, écoutez, je suis la fille de cette dame qui est en face de moi, qui a une maladie, qui a un cancer du sein. Et là, tu l'as dit. Ouais. Et j'ai commencé, j'ai pas pleuré. Je tiens exactement comme je tiens maintenant, je vais tenir, je vais pas pleurer. Mais j'ai tenu. J'ai tenu et je la regardais avec amour. Et j'ai pris conscience à ce moment-là qu'elle avait besoin de moi. Et après, je l'ai soutenue, on a fait un câlin. Tu sais comment ça se passe au nid. Oui. Les gens à côté, ils pleurent. Exactement, tout le monde il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Et c'est ce qui est arrivé. J'en profite pour faire un clin d'œil à toutes les associations, parce qu'il n'y a pas que les Amazones. Je pense à Matété avec Nathalie Chilan, toutes ces femmes qui accompagnent quotidiennement les femmes touchées par le cancer et qui font un travail extraordinaire. Donc on leur fait un coucou. Complètement. J'embrasse toutes les Amazones. Alex, maman, toutes les filles. Voilà. Comment tu te vois dans 10 ans? Allez, on switch. Alors, Axel, dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois girl boss. Voilà. Ok. Toujours entrepreneuse, peut-être faire autre chose que ce que je fais actuellement. Pourquoi pas créer, je ne sais pas, on parlait de ça juste avant l'émission. Un atelier de poterie. Oui, je me suis passionnée, quand j'étais en convalescence, je me suis passionnée pour la poterie. Donc pourquoi pas. Et puis, il y a plein de perspectives d'évolution quand tu fais ce métier. Je peux ouvrir une boutique de vêtements vintage, par exemple. Voilà. Mais en tout cas, je me vois heureuse et épanouie dans... Et girl boss. Voilà, et girl boss. Et faire plaisir à ma famille, c'est le plus important. On a un petit rituel avec les chaussures. Tu as retiré tes chaussures en début d'émission. On s'est mis à l'aise et donc on clôture toujours cette émission avec une petite question de taquine. Le lieu le plus insolite où tu as retiré tes chaussures? Le lieu le plus insolite. Je crois que c'était avant de monter sur le toit d'une voiture pour regarder les étoiles. D'accord. Voilà. Vous étiez stationné quelque part? On était stationné quelque part. Je crois que c'était au Toit du Monde. Il me semble que je ne sais même plus où c'est. Je crois que c'est à Casse-Pilote. D'accord. Ah oui, je vois. Voilà. Un super spot. Un super spot. Et c'était mon amoureux de l'époque quand j'étais au lycée. Et voilà, j'ai retiré mes chaussures. Je suis montée sur le toit de la voiture et on s'est allongé. On a regardé les étoiles. Voilà. Bon. C'est ce qui me vient à l'esprit là maintenant. Très bien. Sinon, tu as les soirées où tu retires tes chaussures parce que tu as mal aux pieds. Tout simplement, mais... je pense que c'est là. Okay. On arrive déjà au terme de cette émission. C'est trop court. Si on pouvait, on serait resté des heures, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je sais que ce n'était pas un exercice facile. Pas du tout. Mais tu as vu, on est un peu comme à la maison. Ça se passe vraiment de manière conviviale et un peu cosy. On a un très beau buffet qu'on va déguster tout de suite. J'attendais que ça. Et écoute, je te remercie Axel. Merci à toi Caroline. Et puis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Oui, c'est important. Voilà, merci. Merci à toi.
away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know, say, where are you? Don't be so hard to reach, just pick up your phone. Tell me where you'll be, cause I gotta know. Let me know when you're ready, cause I made reservations. Too many invitations, and the last night was heavy. I need communication. Tell me where's your location. Used to talk 24/7, every other second, just to make sure we were up to date. Now it's closer to 11, and I ain't hearing nothing. I just need to know that you're okay.